Qui est FAC? Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Ah oui. Bonjour. Bonjour David. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Super, super. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Très beau, chaud. On a du beau temps. C'est l'été. Super. Donc, en fait, comme d'habitude, moi, je vais me retirer. Je vais garder un œil sur l'application Slido, voir s'il y a des questions qui vont se présenter. Mais en fait, le stage est à vous pour la prochaine heure. Et je vous reviens plus tard avec des questions. Merci, David. Alors, bienvenue à tous les participants, participantes à ce troisième module. Comme vous le savez, on en a eu deux, ou peut-être, en tout cas, certaines personnes sont nouvelles. Je veux juste vous mentionner les modules qu'on avait eus auparavant. C'était mieux gérer le stress. Le deuxième était sur la gestion du changement. Aujourd'hui, on va parler de motivation, mobilisation. On va parler pour les employés, la relève. Donc, on va parler de défis intergénérationnels. Et on aura un quatrième et cinquième module qui porteront sur la gestion du temps et sur la communication dans le cinquième. Alors, motivation, employé, relève, défi intergénérationnel. Je pense que plusieurs personnes se posent des questions à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler des différentes générations. On va parler des boomers, je ne l'ai pas écrit là, mais bien sûr, on va en parler, des X, les Y, qu'on appelle les milléniaux ou les millénarios. On va parler des Z, les dernières générations. On va essayer de voir les différences, mythes et réalités. Là. Parfois, il y a des mythes qui sont solides. Puis en quoi chacune des générations, dans le fond, sont différentes des unes des autres, leurs ressemblances, leurs différences, qu'est-ce qu'ils veulent. On va aborder un sujet qui est peut-être nouveau pour vous, mais qui va résonner. On appelle ça les parents hélicoptères. Donc, en quoi les parents hélicoptères, ça peut être lié aux enfants rois. Certains probablement sont parents dans l'auditoire. Et quel est le lien que ça a sur les employés et la relève et la motivation de ceux-ci? On va aussi parler de l'autorégulation versus l'estime de soi et quelles compétences on devrait plutôt regarder lorsqu'on recrute des employés. Et finalement, on va voir le modèle SCARF, qui est un modèle en neuroleadership, pour comprendre comment, comme leader, comme entrepreneur, propriétaire, gestionnaire, on a de l'influence pour soit motiver ou parfois, sans le savoir, démotiver les employés. Donc, c'est le menu pour aujourd'hui. Alors, pour commencer, histoire de se mettre dedans, je vais vous lire deux petits paragraphes qui parlent des jeunes et je vous demande d'estimer de 1 à 10 jusqu'où vous êtes en accord avec ces deux énoncés-là qu'on va voir. Alors, le premier énoncé, le suivant, les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Donc, de 1 à 10, jusqu'où vous dites, ouais, je trouve que ça ressemble à nos jeunes. Et le deuxième énoncé, le suivant, les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent et la paresse par-dessus le marché. Ils ne veulent plus se marier ou s'ils sont mariés, élever une famille. C'est tout au plus, ils consentent à avoir 1 ou 2 enfants afin de mieux savourer le moment présent. Alors, jusqu'où êtes-vous en accord avec ces énoncés? Eh bien, ces énoncés seraient des énoncés qui ont été dits par Socrate de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ et Polybe aussi, quelques siècles avant Jésus-Christ. Bon, je n'étais pas là pour en témoigner, mais il semblerait que ça vient de ces
philosophe-là. Donc, on pourrait dire que plus ça change, plus c'est pareil, peut-être. On va aller dans le vif du sujet avec nos jeunes d'aujourd'hui. Là, une mise en garde, en fait, je vais parler de génération, de tendance et tout ça, et on va nommer des caractéristiques. On comprend que c'est des caractéristiques générales, ça ne veut jamais rien dire pour une personne en particulier. Parce qu'à tout bout de champ, j'entends dire « Ouais, mais moi, j'ai un jeune, puis je ne trouve pas qu'il ressemble à cette génération-là. » Bien sûr, on parle de tendance en général et on perd toujours lorsqu'on met des généralités en termes de nuances. Fait qu'il faut savoir que ça ne veut rien dire peut-être particulièrement pour Sylvie ou Martin ou Jean-Claude. Une cohorte, on va parler de génération de cohorte, ça veut dire quoi? Bien, c'est un ensemble d'individus d'un même âge qui ont vécu un ou des mêmes événements au cours d'une même période. C'est ça qui fait une génération. Donc, ces gens-là qui ont vécu des mêmes événements au cours d'une même période, ils vont développer des façons de faire, des pensées, des attitudes, des valeurs, puis ils vont avoir des attentes qui leur sont propres en fonction de l'âge et de la période à laquelle ils ont vécu et aussi où ils ont vécu. Un adolescent aujourd'hui au Québec ou en Ukraine, vous comprenez qu'il ne sera peut-être pas teinté des mêmes valeurs, des mêmes réalités. Puis il y a aussi qu'il y a des choses qui ne changent pas avec l'âge, c'est-à-dire des jeunes de 20 ans, aujourd'hui, c'est comme des jeunes de 20 ans, il y a 50 ans. Bien, à 20 ans, habituellement, ça représente qu'on a de l'énergie, on a des ambitions, on a des rêves, le monde est à nous, on se pense immortel. Vous savez, la vieillesse, c'est un concept qui est très abstrait. On est rempli de projets plein la tête. À 60 ans, que ce soit aujourd'hui ou il y a 40 ans, ouf, on ne peut plus raquer le matin, on a peut-être moins le goût de s'embarquer dans des gros projets, on est bien dans nos vieilles pantoufles, donc le changement, on aime un petit peu moins ça et on est très conscient de la finalité de la vie. Alors, il y a des choses qui viennent tout simplement avec l'âge comme tel. Et ça, ben, ça va se ressembler qu'on ait 60 ans aujourd'hui ou 60 ans il y a 40 ans. Donc, on va commencer et on va regarder un petit peu chacune des générations, ce qu'elles ont marqué. Qu'est-ce que ça veut dire dans le marché du travail et ça veut dire c'est quoi les attentes qu'on va avoir et comment on est motivé dans le monde du travail. Donc, les boomers, encore là, entre 46 et 64, ça aussi, les âges, là, il faut comprendre que peut-être vous allez lire quelque chose et dire « Ah, j'ai déjà vu boomers, ça finissait à 65 ans ». C'est pas coupé au couteau, il y a différents âges là-dessus, mais c'est à peu près ça. Ce qui fait que si vous êtes en 64, vous allez peut-être vous retrouver autant dans une que dans l'autre. C'est pour donner une idée comme telle. Donc, contexte historique, là, ils ont été dans la prospérité économique, mouvement féministe. On dit qu'ils ont comme caractéristique esprit de compétition et obsession pour le travail. Quand on parle de workaholic, je pense que le mot workaholic a été développé par et pour les boomers. Ils se font traiter de workaholic, ils le sont, eux autres même le reconnaissent aussi. Alors, vous comprenez que ça a un impact sur leurs attentes par rapport aux plus jeunes. Donc, ils s'attendent à quoi? Bien, à la reconnaissance de leur titre. Pour eux, leur titre est important. Leur possession, leur accomplissement professionnel, c'est un peu comme j'ai fait, je possède, donc je suis. Ils s'identifient beaucoup, beaucoup par rapport à leur carrière, à leur travail, ce qu'ils ont accompli. Et ils ont le désir de travailler avec des gens aussi dévoués qu'eux. Et c'est peut-être là que ça chope souvent, si vous permettez l'expression, qu'il y a un gap entre ce qui s'attend et les générations plus jeunes, parce qu'eux se sont extrêmement dévoués au niveau du travail ou de leur carrière ou comme entrepreneurs. La génération X, de 65 à 78 environ, on dit que c'est la génération perdue. C'est une génération qui a très peu fait parler d'elle.
Contexte historique, crise économique des années 80, croissance des divorces, ça a été les premiers, on les a appelés les enfants, la clé dans le cou. C'est des gens qui ont une génération qui est plus instruite que celle d'avant. Pour eux, ce qui est important, c'est l'équipe. Ils sont très loyaux envers l'équipe de travail. On a vu plus d'entrepreneurs dû au marché comme tel, là, qui était plus difficile. Le monde de l'emploi n'était pas à eux là, à ce moment-là. Et les relations hiérarchiques plus informelles. Là, on a été plus là, dans des relations hiérarchiques informelles, ce qui faisait un changement avec ceux d'avant. Maintenant, une génération qui fait parler beaucoup, beaucoup d'elle, les milléniaux, ce qu'on a appelé les Y ou les enfants rois. C'est les noms là, qu'on attribue à cette génération-là. Sont nés entre 79 et 94. Donc, c'est à peu près là, cette période-là pour les enfants rois. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont dire jusqu'à 97. Ça peut varier de quelques années selon les auteurs. Qu'est-ce qui les caractérise comme génération? C'est une génération beaucoup plus optimiste que la génération précédente, encore plus instruite. Et eux, contrairement aux X, ben, c'était le monde de l'emploi est à nous. On a besoin de nous. Quand ils sont arrivés dans le marché du travail, le monde de l'emploi là, s'ouvrait. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, vous comprenez, on n'arrête pas de dire à quel point il manque de main-d'œuvre. C'est une génération qui a été plus confiante envers les connaissances technologiques. Eux autres sont arrivés, là, puis c'est eux autres qui ont montré aux boomers comment utiliser les ordinateurs, puis les logiciels, puis la technologie, parce que beaucoup plus habiles, beaucoup plus confiants, puis aussi, ils aiment la technologie. Ce sont des consommateurs d'expérience. Vous savez, d'ailleurs, on dit que les Y sont la première génération qui ont voyagé plus que leurs parents. Si on regarde ça de façon générale, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup plus de voyages. Donc, j'ai été très stimulée, je veux des défis, je veux apprendre. Alors, quand j'arrive sur le marché du travail, j'en veux des défis. Les jobs plates, la routine, si je sens que je sature, rapidement, je vais chercher autre chose. Et j'ai un exemple intéressant par rapport à je veux des consommateurs d'expérience. Ma fille, j'ai 3 enfants qui sont des Y dans cette strate-là. Et lorsqu'elle était à l'université, fait un 10 mois au Brésil dans le cadre de ses études universitaires. Puis un soir, avant de quitter pour le Brésil, elle va souper avec une de ses amies. Elle revient du restaurant et ma fille me dit « Mais tu sais pas quoi, Sophie va passer me voir. » Je dis « Ah oui, elle va passer te voir avant que tu partes pour le Brésil. » Elle dit « Non, elle va passer me voir au Brésil. » J'ai dit « Pardon? » Elle dit « Ben oui, elle va passer me voir au Brésil quand elle va avoir sa semaine de relâche. » J'ai dit « Sophie, elle va passer te voir au Brésil. » Elle dit « Oui, on a décidé ça hier. Vous savez, on a un café puis le dessert. Hey, ça ne sera pas pire, je vais passer te voir. » J'ai dit « Sophie, elle passe par le Brésil comme moi, je passe par Drummondville. Pour vous situer, je suis dans la région de l'Estrie. » Alors, voyez-vous, les jeunes, on consomme des expériences, c'est tout de suite, on prend des décisions rapides, très stimulées, puis c'est ça. Donc, questionneuse, nos parents nous ont expliqué leurs décisions, on veut comprendre le pourquoi du comment. C'est la génération qui a appris à questionner, puis ça, les boomers ont fait le saut parce qu'ils n'étaient pas habitués, eux autres ne questionnaient pas, les plus vieux. Fait que s'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens, ils vont te le dire, puis tu vas le savoir. Donc, on leur a expliqué beaucoup. Ils ne se sont pas fait seuls, ces milléniaux-là. Là. En partant, là, ce n'est pas eux autres qui se sont éduqués, c'est leurs parents. Donc, la façon dont on les a éduqués, ça fait qu'ils questionnent aujourd'hui. C'est bien correct aussi, là, mais des fois, les boomers font du saut un petit peu. Respectueuse, oui. Des compétences et des valeurs que l'organisation va avoir, mais pas de l'autorité puis de l'ancienneté. Autrement dit, ils vont avoir du respect pour vous si vous êtes compétent, s'ils perçoivent que vous êtes compétent, puis que vous avez des valeurs que eux tiennent aussi. Mais c'est pas parce que tu as des cheveux gris, c'est pas parce que tu as un titre et que ça fait 25 ans que tu es dans l'organisation qu'ils vont nécessairement te respecter. Fait que le respect est comme ailleurs. Il n'est pas pour les mêmes choses.
Et le besoin de sécurité bien relatif. Ils n'ont jamais connu de revers de fortune ou expérimenté la privation liée au chômage, manque d'argent. Fait que, tu sais, c'est comme, si c'est pas bon ici, là, il y a de la job ailleurs. Fait qu'ils ne traînent pas d'insécurité. Est-ce que ça va avoir changé avec la pandémie? Peut-être. Bon, on le verra à moyen terme, mais jusqu'à date, c'est comme si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Ils expriment, ou même certains vont dire qu'ils exigent leur désir. Ils arrivent dans un nouvel emploi, puis rapidement, ils vont dire ce qu'ils veulent pas. Ils vont demander les augmentations de salaire, ils vont demander les conditions, fait qu'ils vont, parce qu'ils ont aussi plusieurs autres opportunités. Donc, certains employeurs me disaient, ça n'a pas de bon sens, ils arrivent avec leur liste d'épicerie de ce qu'ils veulent déjà. Hein? Il y a un certain rapport de force aussi qui est là. Donc, ils sont habitués. Ils ont besoin de participer aux décisions. À 6 ans, ils choisissaient leur tapisserie, puis à 10 ans, la destination des vacances. Et j'ai vu ça, des parents dire, ben c'est les enfants qui décident où est-ce qu'on va en vacances. C'est les enfants qui ont décidé du véhicule. Bon, tant qu'à moi, là, c'est un peu trop, là. Mais ils ont tellement participé aux décisions qu'ils s'attendent à ça aussi dans l'entreprise. Et ça a du bon, là, bien entendu, là. Bon, peut-être que quand ça fait juste 2 semaines que tu es rentré et tu veux changer l'organisation, c'est peut-être un petit peu too much, là. On se garde une petite gêne. Il y en a qui disait ça après 2 semaines. Il disait, hey, boss, cogne à la porte, puis à peine, envoie un texto. J'ai déjà des recommandations pour votre organisation ici. Il y aurait des choses à modifier. Donc, il y a toujours les extrêmes. Impatiente, je veux tout de suite. On dit, c'est là qu'on a parlé de l'immédiateté. On leur a donné tout de suite. Ils n'ont pas appris à attendre. Alors, et aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux, les Amazon de ce monde que tu commandes, que tu as ça presque la journée même, ça l'a créé cette espèce d'urgence-là où est-ce que attendre, ce n'est pas un concept qui est très intégré. On est dans l'immédiateté. On le veut maintenant. Alors, par contre aussi, ce qu'on voit, c'est que les milléniaux se préoccupent beaucoup plus que les générations précédentes des grands problèmes mondiaux. Le terrorisme, ils ont connu 911, hein, le septembre, les bombes, ils ont connu différentes choses. Alors, ils ont assisté à ça. Ils sont très préoccupés par les inégalités sociales, la corruption, l'environnement. Ils sont préoccupés par la santé beaucoup plus. Le bien-être animal, et là, ben, ça vient toucher quelque chose, c'est qu'on va rencontrer beaucoup plus de végétariens, flexitariens et véganes chez les milléniaux et les générations qui s'en viennent par la suite, beaucoup plus que les générations précédentes. Quelques paradoxes chez les milléniaux. Ils sont très autonomes et très confiants, mais ils ont grand besoin de feedback et de validation de leurs compétences. Pourquoi? Parce que comme parents, on leur a donné beaucoup de feedback, ils ont été habitués à ça. Alors, sur le marché du travail, une des choses dont ils ont besoin, c'est d'avoir du feedback de façon fréquente. On est loin de l'évaluation juste une fois par année. Donc, feedback en continu, puis qu'on valide leurs compétences. Ils critiquent les boomers, mais on dit qu'ils sont encore plus endettés puis ils continuent de consommer beaucoup plus que les boomers. Fait que c'est des paradoxes. Chaque génération a ses paradoxes. Ils veulent réussir rapidement, mais ils veulent aussi conserver l'équilibre travail-vie personnelle. D'ailleurs, c'est vraiment les premiers chez qui on a vu apparaître ce concept-là, aussi important d'avoir un équilibre dans leur travail et leur vie personnelle. Et ça fait partie des conditions qu'on voit de plus en plus qui vont déterminer s'ils vont prendre un job ou une autre. Ils veulent d'excellentes conditions, mais n'acceptent pas des compromis facilement. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour y arriver nécessairement. Puis eux autres mêmes vont dire, ça, ce n'est pas un sacrifice que je veux faire. Et ils sont très tolérants face aux différences, hein, qu'on voit les phénomènes LGBTQ, bon, des différents phénomènes. Eux sont certainement beaucoup plus ouverts que les générations précédentes.
mais en même temps, ils sont intolérants face aux réalités de la vie quotidienne. Les petites frustrations du quotidien, ils n'ont pas développé autant de tolérance parce qu'ils ont été élevés dans quelque chose de plus facile. La génération qui suit, on les appelle, on va voir tantôt les différents noms. Ici, on a Jean Twenge, la génération Internet. Elle les a appelés les iGen, I pour iPhone, iPad. C'est vraiment la génération qui ont suivi. Et cet auteur-là s'est intéressé énormément aux jeunes qui suivent la génération Y, qu'on va appeler les Z, les C, je vais vous dire les noms tantôt, là. Et en même temps, ben, cette génération-là qui a été très, très jeune, très stimulée, passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail beaucoup plus fragiles. C'est déjà la génération, il y a une augmentation des taux de suicide, de dépression, et selon cet auteur, ça serait grandement relié au temps passé sur les écrans. On en parle de plus en plus. Ça va avoir un impact chez les entrepreneurs parce qu'on va se retrouver avec des jeunes qui sont plus fragiles et plus vulnérables. Donc, vous allez voir dans la littérature, là, ça veut tout dire la même chose à peu près. Il y en a qui les appellent les Z. Ça, c'est juste pour nous mêler, là, mais bon. iGen, il y en a qui les ont appelés les C ou les enfants empereurs. C'est les enfants des enfants rois. Donc, les enfants rois qui ont fait des enfants, c'est devenu des enfants empereurs. C'est un peu synonyme. Et ça, c'est à peu près les âges. Fait qu'on voit que, bien sûr, ils ont commencé à rentrer sur le marché du travail. Qu'est-ce qui les différencie, eux? D'abord, ils sont en déficit de sommeil, en moins bonne condition physique. Donc, ça a un impact aussi sur la job, ça. Parce qu'on est plus sur les réseaux sociaux, on passe plus de temps, ils dorment moins, ils sont plus réveillés, fait qu'ils sont moins aptes au niveau du travail et des études aussi. En général, ils pratiquent, quand ils sont plus jeunes, moins d'activités extrascolaires, passent moins de temps à interagir avec leurs camarades et en face à face, ce qui fait qu'on dit que ces jeunes-là ont développé de moins bons réflexes ou de moins bonnes compétences au niveau social parce que, vous savez, le temps qu'on passe avec les gens face à face, c'est tous ces moments-là qu'on développe aussi les capacités sociales, la capacité de lire, la capacité de décoder le non-verbal. Et on voit de plus en plus de jeunes qui sont moins habilités parce qu'ils communiquent qu'à travers leur cellulaire et des textos. Si bien que, croyez-le ou non, il y a des cours dans certaines universités pour enseigner aux jeunes qui vont arriver sur le marché du travail comment laisser des messages sur des boîtes vocales, comment parler au téléphone parce qu'ils sont très mal à l'aise. Alors, on n'aurait pas, voyez-vous, c'est une des conséquences. Et il y en a des gens qui me disent, ben voyons, j'y parle, le jeune, puis il ne me regarde pas en face. Il y a même de plus en plus de jeunes qui ont de la difficulté à regarder dans les yeux parce que c'est toutes des choses qu'on a commencé à perdre. Alors, ils se sentent isolés, ont plus de difficultés à gérer leurs émotions, plus susceptibles de ressentir tristesse, anxiété, être malheureux et dépressifs. Donc, ça va avoir de l'impact, bien entendu, sur le marché du travail des jeunes qui sont plus fragiles qui arrivent. On dit que les Z, les iGen ou les C, pourquoi le C? C'est communication, connexion, collaboration et création. Par contre, comme force, eux, là, ils peuvent travailler n'importe où sur la planète, aucun problème. Ils se connectent, sont créatifs, ils sont nés avec eux, là, sont nés avec la téléphonie, puis les réseaux sociaux, puis l'informatique dans les mains. Alors, pour eux, là, ils n'ont pas de limite sur ce que l'informatique peut faire et comment ils peuvent s'adapter dans des entreprises. C'est des forces extraordinaires par rapport à ça. Et parce qu'ils peuvent collaborer de n'importe où, ben ça va faire partie aussi de ce qu'ils veulent, c'est d'être capable de travailler de n'importe où. On dit que les Z, c'est comme les Y, c'est stéroïdes. Fait que c'est tout ce que les Y sont, mais encore plus. C'est une génération qui se dit et qui se veut très inclusive, très ouverte, LGBTQ+, préoccupée par la justice sociale. Alors, tous ces phénomènes-là, on va le voir arriver dans les entreprises et ça va devenir des valeurs par lesquelles ils vont choisir aussi les entreprises.
parce que pour eux, ça, c'est important. On dit qu'ils ne se sentent pas préparés pour le marché du travail. Ils s'attendent à être formés. Pour eux, c'est normal d'être formés, rendus sur le marché du travail. Et là, on a une coche de plus. On parle plus juste d'équilibre vie-travail, mais ils s'attendent à ce que le travail va s'adapter à leur vie personnelle. Alors, voyez-vous, on est rendu comme une coche de plus. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, là, bien sûr, pas si on s'en va se faire engager pour traire des vaches, là, ou des tâches qu'on a besoin d'être directement dans l'entreprise. Mais par exemple, on fait de la comptabilité, ben ça se peut que moi, là, mon rythme de vie, c'est que je veux m'en aller 4 mois en République dominicaine. Donc, avec les logiciels, il n'y a plus de problème. Je vais être capable de faire votre comptabilité à distance. Alors, on s'attend à ce que le marché va s'adapter au rythme de vie personnel que je veux avoir. Alors, d'où ça vient, ces attentes-là et ces valeurs-là? Bien, il y a un phénomène qu'on parle, et peut-être vous avez entendu parler, c'est les parents hélicoptères. Donc, ces enfants-là ont eu souvent des parents hélicoptères. C'est quoi un parent hélicoptère? C'est un parent qui plane sans cesse au-dessus de la tête de son enfant, qui essaie de le protéger de tout obstacle et frustration. Ça veut dire quoi concrètement? Ça a quoi comme impact sur le marché du travail, ça? Alors, s'il y a des parents aussi qui ont des jeunes enfants, là, c'est important de voir le phénomène et de comprendre. Une image vaut 1000 mots. Alors, voyez-vous, en 69, c'est quoi ces notes-là? Hein? On voit les parents qui regardent l'enfant. Et c'est quoi ces notes-là en 2019, puis on pourrait mettre en 2022? Bien, on regarde le prof, puis c'est le prof qui est responsable. Et si vous parlez à des enseignantes et enseignants, ils vont vous dire que ça se voit souvent, que c'est le professeur qui est ciblé parce que notre enfant, il est parfait. Donc, c'est nécessairement le professeur qui est à tenir responsable. Alors, des parents hélicoptères, ça a l'air de quoi? Et ça va faire quoi aussi en termes d'employés? Ça fait les devoirs à la place de leur enfant. Il y en aurait 10 %. Vous allez voir tantôt de qui vient la citation. Et là, vous allez dire, ah oui, ça doit être des parents qui font les devoirs pour les petits bouts de choux de 6 ans et 7 ans. Ben non, on voit ça aussi à l'université. Des parents qui vont compléter des travaux, hein, lorsqu'on peut faire des travaux écrits. Et j'en ai eu comme client, croyez-le ou non, je ne pensais pas le voir, mais je l'ai vu. Ils vont effectuer leur choix de cours, ils contactent les professeurs pour négocier une meilleure note. Et ça, on voit ça au cégep et à l'université également. Alors, est-ce que vous voyez que quand on a des parents qui ont fait ça, comment on a des jeunes qui sont préparés pour le marché de l'emploi? Ça, c'est selon la doyenne là, à l'université là, de Stanford. Vous allez dire, oui, mais c'est aux États-Unis. Faites-vous-en pas, c'est arrivé ici, on a ça au Québec, les enseignants des universités en témoignent et du cégep de plus en plus. Au travail, maintenant, embauche et promotion, des parents qui vont s'ingérer dans l'embauche, ils vont demander d'être là au recrutement, à la sélection et même à l'entrevue pour participer, pour être sûr que leur enfant va avoir un emploi qui leur convienne. Et certains vont même intervenir quand c'est le temps des promotions en disant « Mon enfant aurait dû avoir la promotion ». Alors, vous comprenez que ça, c'est la même chose. Vous avez un gros indicateur. Si c'est le parent qui fait le téléphone pour l'emploi de son enfant dans votre entreprise, vous avez déjà un cue que ça se peut que ce soit un enfant qui a été assez protégé et qui a des parents hélicoptères. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est sûr qu'on sait que les enfants qui ont été élevés par des parents hélicoptères sont plus anxieux, plus déprimés, plus médicamentés. Ça, la recherche le démontre. Ils sont moins autonomes, donc marché de l'emploi moins autonome, moins confiants, moins aptes à trouver des solutions. Ils sont moins résilients, on s'écroule pour peu. Ils sont moins préparés pour les grandes difficultés de la vie. Alors, je pense que c'est quelque chose auquel on doit résister comme parents de constamment tenter de préserver que nos enfants vivent des difficultés. Bien sûr, on parle
préserver contre les grandes difficultés, oui, là. Mais les petites frustrations du quotidien, là, s'ils ne sont pas préparés à ça et on vole à leur secours, on ne leur rend pas service. Donc, quand on emploie des jeunes, ou je veux dire, la génération un peu plus jeune, ben, il faut savoir que s'ils ont eu des parents hélicoptères, ça risque de faire des employés qui vont être plus démunis dans l'entreprise. L'estime de soi, pourquoi on fait ça? On fait souvent ça au nom de l'estime de soi. Alors, dans quelques minutes, on va voir une vidéo qui a été tournée dans les années 60, mais là, c'est une reproduction là, plus moderne. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience dans les années 60. C'est un psychologue, Walter Mitchell, qui avait décidé de regarder, en fait, combien de temps des enfants pouvaient résister à quelque chose de vraiment positif pour eux. Là, c'est le test de la guimauve, mais il le fait avec des biscuits, avec des whippets au chocolat, avec plein de choses, pour essayer de voir, en fait, les stratégies des enfants pour résister à quelque chose qui est presque irrésistible. Hein? Alors, il a pris des enfants de 4 ans et il les a mis dans une salle. Puis, en gros, on leur dit qu'on va revenir dans une vingtaine de minutes, puis que si l'enfant est capable de résister, puis de ne pas manger la guimauve tout de suite, eh bien, il va en avoir une deuxième. Fait que les enfants à 4 ans comprennent ça. Là. Si je ne la mange pas, ma guimauve, là, je vais en avoir 2 quand le monsieur ou la madame vont rentrer dans la salle. On va voir l'impact que ça a dans la vie comme adulte et qu'est-ce que ça crée tout le long de notre vie, cette capacité-là à résister à une guimauve. Les données, c'est à peu près ceci. Il y aurait le tiers des enfants qui ont été capables de résister le temps voulu. Un autre tiers qui ont tenté, mais à un moment donné, à force que le temps s'écoulait, ils ont dit, ils n'ont pas été capables. Alors, ils ont abdiqué. Et il y a un autre tiers qui aurait été, mais complètement impulsif. Ils ont tout de suite pris la guimauve dès que le chercheur sortait ou la dame sortait de la pièce. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? On a suivi ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on voit comme conséquence à long terme? En fait, 12 ans plus tard, ceux qui ont résisté à la guimauve, ce qu'on voyait, il y avait plus de self-control ou d'autorégulation dans l'ensemble de leur vie. Ils toléraient mieux les frustrations quotidiennes. Puis ils avaient une meilleure relation avec leur père, donc leurs amis, puis leurs parents, puis des meilleurs résultats scolaires. Si on compare à ceux qui n'ont pas su résister, qui ont tout de suite sauté sa guimauve, on observe plus de délinquance. Donc, consommation, drogue, sexe, alcool, faible tolérance aux frustrations quotidiennes. Il y avait plus de gens qui avaient des difficultés aussi avec, bien sûr, on se retrouvait dans les milieux carcéraux, en détention, plus de conflits avec leur père, leurs parents, et plus de décrochage scolaire. Alors, c'est pas banal. Et qu'est-ce que ça a donné beaucoup plus tard? Parce que Walter Mitchell a fait une suite de ça, puis il a sorti un livre en 2000, je crois que c'est 2016, là, je ne me souviens plus exactement, et il a retracé ceux qui avaient plus de 45 ans aujourd'hui, puis qui avaient fait ce test-là. Et de façon générale, ça ne dit jamais rien pour une personne en particulier. Il faut faire attention. Tu sais, vous faites ça avec votre enfant, ça ne veut rien dire pour lui. C'est de façon générale, quand on observe les deux groupes, bien, ceux qui avaient su résister à la guimauve, en fait, plus de self-control dans l'ensemble de leur vie, ça veut dire quoi? On les voyait plus en couple, plus heureux. C'était leur famille, c'était beaucoup plus positif, les relations familiales, des relations beaucoup plus positives dans le milieu du travail. Ils étaient plus en santé et plus riches. Donc, quand on compare aux autres, qui, bien sûr, ben, on voyait plus de délinquance, donc on en retrouvait plus en prison, ou des problèmes, là, il y avait eu des problèmes légaux, là, et c'est aussi la délinquance dans les milieux, ce qu'on voit, les crimes corporatifs, là, hein? Plus de problèmes de consommation, drogue, alcool, sexe, on a le jeu, on est beaucoup plus dépendants parce qu'on n'arrive pas à s'autoréguler. Ils ont plus de conflits avec leurs collègues, avec les enfants, avec les patrons. Il y a plus de divorces, plus de problèmes de santé et plus de faillites. Alors, on peut comprendre quelque chose, c'est que l'autorégulation, c'est le nerf de la guerre. Vous savez,
pendant des années, on a parlé de l'estime de soi comme étant le pilier. Ce qu'on sait aujourd'hui, ça, là, c'est comme quand on découvre ça, ça en est presque choquant parce qu'on n'a pas arrêté de dire aux parents, il faut développer l'estime de soi des enfants. Bien entendu, il ne faut pas la détruire, il ne faut pas la défaire. Et par contre, l'estime de soi, ce n'est pas ça qui est le nerf de la guerre. C'est l'autorégulation, l'autocontrôle, le self-control. Vous savez, l'estime de soi, c'est un peu comme la poudre à pâte dans le gâteau. Ça en prend, hein? Mais si tu en mets une tasse, ça ne goûtera pas bon. Ou là, tu sais, pour des agriculteurs, c'est un peu comme l'azote. Ça en prend de l'azote, hein? Mais mettez-en là, une quantité monstre, vous allez brûler la plante. Ça prend pas que ça n'en prend de l'azote, mais ça prend d'autres choses. L'estime de soi, c'est la même chose. Quand on a mis ce que là-dessus, vous savez, on a dit, il fallait dire à nos enfants, puis on nous disait ça comme parents. Dites-leur qu'ils sont fins, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont fins, qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont beaux, là. Bien, il y en a plusieurs aujourd'hui qui le savent. Puis il y a des parents qui partiraient quand on dit ça, ils disent, oui, ils le savent. Mais vous savez, juste se trouver fin puis beau, là, ça ne va pas tirer les vaches, ça ne te fait pas rentrer sa job, ça ne te fait pas faire étudier pour tes examens. C'est l'autorégulation, le self-control. Probablement que si je vous demande, êtes-vous d'accord que pour réussir en affaires, pour réussir dans notre vie, pour réussir nos études, ça prend de la discipline. La plupart sont assez d'accord avec ça. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est faire ce que tu as à faire quand c'est le temps de le faire, parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses, et surtout quand ça ne te tente pas de le faire. Donc, pour arriver à se discipliner, ça prend 3 choses. Il faut être capable de retarder le plaisir, un peu comme la guimauve. Il faut être capable de gérer nos pulsions, puis il faut être capable de tolérer les frustrations. Pour arriver à étudier sur un examen, il ne faut pas que j'attende la veille des examens. Il faut que je me sois préparée à l'avance. Ça veut dire que je vais dire non des parties. Pour arriver à me préparer à rentrer dans le champ, bien, il faut que j'ai planifié mes choses, planifié mes semences. Il faut que j'ai préparé ma machinerie pour quand il fait beau, là, ce n'est pas le temps de commencer à réparer tout ce qui était brisé. C'est le temps de rentrer dans le champ. Bien, ça veut dire qu'il a fallu planifier puis qu'il a fallu prioriser. Puis pour arriver aussi à mettre de l'argent de côté, ça veut dire qu'il va falloir dire non à des bébelles qu'on voudrait. Parce qu'on veut arriver peut-être dans 20 ans ou 30 ans à avoir fait des économies. Alors, voyez-vous que cette autorégulation-là, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit c'est pas l'estime de soi qui est au centre. Ça n'en prend, mais avec dosage. C'est l'autorégulation, self-control. On dit qu'un faible contrôle de soi, c'est à peu près, ça correspond à l'ensemble des problématiques qu'on peut trouver. Regardez, c'est quoi des dépenses compulsives? Hein, les gens disent, oh, je le veux, je le mérite. Je m'aime assez pour ça. Oui, mais une trop bonne estime de soi, là, puis tu peux dépenser un peu trop au-dessus de tes moyens. Fait que voyez-vous, l'estime de soi, ça ne va pas avec l'économie, là. Donc, les dépenses compulsives, c'est quand je n'arrive pas à me retenir parce que je ne suis pas capable de retarder le plaisir ou de gérer une pulsion. Je le veux, la bébelle, puis des fois, c'est une petite bébelle, puis des fois, ça n'est une grosse. La sous-performance, j'ai des employeurs qui viennent me voir puis qui disent, j'ai la difficulté avec un employé, ou des fois, ça peut être avec une relève, mais des fois, c'est, vous savez, là, l'autorégulation, là, il y a des baby boomers aussi qui ont de la difficulté avec ça. Ce n'est pas juste propre aux jeunes. Il faut faire bien attention. Là. Mais on le voit de plus en plus parce qu'on a été élevé plus dans l'immédiateté chez les plus jeunes. Mais la sous-performance, j'ai des gens qui viennent me voir, puis problème de productivité, d'efficacité au travail, puis tout ça, puis on se rend compte, bien, ils ne se couchent pas. Ils font quoi? Je ne sais pas, écoutent des séries, sont sur les réseaux sociaux. Bien, on s'entend qu'il va y avoir un problème de sous-performance. Si je ne gère pas mes pulsions, on a un employé qui va voir ses textos, pas ses textos, en tout cas peut-être les réseaux sociaux ou TikTok 150 fois par jour, puis ça, c'est pas beaucoup là, pour certains, 150 fois. On s'entend-tu que ça va peut-être affecter la performance? Ça va certainement affecter la performance. La procrastination, c'est la même chose. C'est quoi la
procrastination, ben, c'est un problème d'autorégulation. Les crises de colère, la malbouffe, les dépendances, alcool, sexe, drogue, Internet, mettez-les toutes, les réseaux sociaux, c'est un problème d'être capable de gérer des pulsions, de retarder le plaisir, de dire non quand c'est le temps. Alors, ce qu'on sait en conclusion, c'est que l'augmentation du contrôle de soi, pas de l'estime de soi, c'est l'une des compétences les plus importantes afin d'améliorer votre bonheur, votre santé, votre succès et certainement la productivité au travail. Donc, si on a une chose à regarder quand on recrute, si on est capable de décoder jusqu'où on a besoin de ça, là. Jusqu'où on va chercher un employé qui a ces compétences-là. Maintenant, là, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On parle de motivation, comment on fait motiver ces gens-là, puis comment on peut mieux motiver les troupes en fonction des différences générationnelles. C'est là que le modèle SCARF vient nous éclairer par rapport à la motivation. Le modèle SCARF, c'est un modèle qui vient du neuroleadership. Le neuroleadership, c'est quoi? C'est le mélange des neurosciences, donc les neurones dans le cerveau, l'étude des neurones et le leadership. Ces deux secteurs-là, ces deux champs d'activité-là ou de recherche ont amené un nouveau champ de recherche qui s'appelle neuroleadership. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 besoins qui ont été identifiés grâce aux recherches, 5 besoins fondamentaux. Puis l'acronyme qu'on va décortiquer, SCARF, nous explique comment. Et ce que ça vient dire, en fait, c'est que ces 5 besoins-là, on les retrouve chez tout le monde et ils sont constamment évalués par notre cerveau quand on est en relation avec les autres. Et lorsque mon cerveau perçoit qu'une de ces dimensions-là est menacée, bien là, mon cerveau émotionnel va s'affoler. Puis lorsqu'il s'affole, bien, qu'est-ce qui se passe? Il va entrer dans un mode qu'on appelle fight, flight or freeze, le combat, la fuite, la paralysie. Il va s'affoler et toutes les ressources vont se mobiliser juste pour survivre. Dans notre tête, là, la survie, c'est toujours le nerf de la guerre. Si vous remarquez, ma flèche menace est beaucoup plus grosse que la flèche récompense. C'est qu'on est beaucoup plus prédisposé à percevoir des menaces que des récompenses parce que c'était plus utile pour survivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la motivation des employés et ou de la relève? Par exemple, le statut. Puis là, on est tous égaux, c'est-à-dire qu'on a tous, j'appelle ça nos petits boutons sensibles. On a tout ça, mais la différence, c'est que pour chacun des individus, ça peut être variable en termes de où est-ce qu'on est plus vulnérable. Par exemple, le statut. Dès qu'on sent que notre statut est menacé, notre cerveau émotionnel embarque. Puis ça veut dire quoi, le statut menacé? C'est aussi simple que dans une réunion, tu donnes ton idée, il y a quelqu'un qui pouffe de rire, il te regarde, il roule les yeux dans les airs, ou le monde regarde le cellulaire, t'écoutes pas pantoute, ou quelqu'un dit « Hey, j'ai jamais entendu une idée aussi insignifiante de ma vie. » Paf! Le cerveau émotionnel embarque. Pourquoi? Parce que là, ce que ton cerveau entend, c'est que ton statut, qui est ta réputation, ton estime de soi sociale, notre ego, on pourrait l'appeler comme ça, c'est comme si j'ai aucune valeur. Et ça, pour notre survie, c'est terrible. Alors, on l'a tous vécu. Et ça se vit au quart de tour que le cerveau émotionnel va embarquer. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, tu peux rétorquer, tu peux combattre, c'est-à-dire fight, c'est pas toujours avec les poings, on s'entend, ça peut être par la parole. Il y en a qui paralysent, puis il y en a d'autres qui vont fuir. Il y en a qui vont se lever carrément d'une réunion, ils vont sortir, puis il y en a d'autres qui vont fuir par en dedans, c'est-à-dire qu'ils se ferment puis qu'ils disent « Parfait, attends à la prochaine fois que je donne mon opinion. » Tu vas voir. Donc, ils vont se démobiliser. Ils vont être démotivés. Alors, on peut facilement démotiver quelqu'un avec une parole, un regard ou un mot. C'est incroyable comment on est sensible et vulnérable à l'être humain. Puis on est tous égaux. Notre statut,
Il est terriblement, on doit le protéger pour survivre. Par contre, là, qu'est-ce qui va déterminer sur quoi je vais accrocher? C'est là-dessus qu'on peut être différent. Le deuxième item qui est super important, qu'on va soit percevoir une menace ou une récompense, c'est la certitude. Donc, toutes les zones qui sont incertaines pour nous. Alors, avec des employés, ça veut dire quoi? On voit souvent que des employés, ce n'est pas assez clair, leurs tâches, leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Des fois, ce n'est même pas certain c'est qui est le boss. J'entends ça des fois dire, mais là, c'est comme j'ai une couple de boss, il y en a un qui me dit fais ça, l'autre il me dit fais le contraire, je ne sais plus qui quoi. Ça stresse et c'est ça. Tout ce qui est incertain dans notre vie, ben, va faire augmenter notre stress. Puis quand le stress augmente, qu'est-ce qui arrive? On est moins productif, on se démobilise, on est moins motivé, parce qu'on a diminué notre niveau de certitude. On peut le voir aussi, des fois, je fais des mandats avec des relèves parents-enfants et j'avais un cas, par exemple, le jeune homme a 25 ans, bon, jeune, plus ou moins jeune, et le père, aux alentours de 60, et le jeune veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise, c'est quoi le plan de match pour la relève. Et son père lui dit constamment à chaque fois qu'il en parle, ça viendra quand ça viendra. Moi, là, je n'ai pas écœuré mon père avec ça, puis ça viendra quand ça viendra, puis quand je vais être prêt, je vais te le dire. Et là, j'ai demandé au père, oui, mais vous, à quel âge vous avez, dans le fait, vous avez pris la relève? Bien, il avait 24 ans quand son père a déménagé, puis il a donné les rênes de l'entreprise. Son fils en a 35, il a 3 enfants. Il a besoin de certitude, il a besoin de savoir. Puis là, ce qu'il m'a dit, le jeune, c'est rendu tellement incertain, puis je ne sais plus à quoi ressemble l'avenir, qui est de plus en plus démotivé par rapport à l'entreprise et il songe quitter. Fait que voyez-vous, on a besoin comme être humain de certitude. Fait que votre job comme leader, c'est du moins de vous assurer que dans la zone que vous pouvez faire, vous donnez la certitude à vos employés ou la relève. C'est quoi les tâches, les responsabilités, puis c'est qui est le boss, c'est qui donne les consignes pour diminuer le plus possible les zones d'incertitude. L'autre, c'est l'autonomie. On a besoin, comme être humain, de sentir qu'on a l'autonomie. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est être capable de faire des choix. C'est d'avoir des options, d'avoir des libertés d'action. J'appelle ça, avoir du jeu dans son carré de sable. On a tout un carré de sable dans un travail. Ça veut dire ça, c'est à partir de là, je peux jouer dedans comme je veux. Fait que ça peut être, et surtout depuis la pandémie, par exemple, l'autonomie, ben pour certains, ça veut dire maintenant d'être capable d'avoir une flexibilité au niveau du télétravail. On s'entend, il y a des tâches que tu es infirmière, le télétravail, là, on s'entend que tu n'en feras pas. Si tu travailles sur une ferme avec des animaux, tu ne les soignes pas à distance. Mais l'autonomie, ça peut être dans la capacité d'être un peu plus flexible, peut-être sur certains horaires, certains congés, ou tu sais, on a un ensemble de tâches à faire. Puis, j'ai des gens qui me disent, moi, je leur dis, il y a ça qu'il faut que soit fait pour la semaine, fallait dans l'ordre que tu veux. Moi, pas vu que c'est fait d'ici vendredi matin ou vendredi après-midi. Puis, si on a une priorité, ils vont dire, ça, il faut que ce soit fait en premier. Les autres affaires, fallait dans l'ordre que tu veux. Fait que c'est ça, avoir de la liberté d'action. C'est soit en termes dans l'horaire, de comment je vais le faire ou comment je vais m'y prendre. Prends-toi comme tu veux, mais pourvu que ça arrive à la même place. Et vous voyez comment c'est fort et comment on peut être démotivé. L'autre fois, j'avais un couple et le monsieur me disait, Madame Desrosiers, quand on prend des vacances, là, moi, j'ai l'impression que tout est décidé à l'avance. On a une liste de to-do, là, ben, il faut tout voir ça, puis tout est orchestré là, au quart de tour. Fait qu'il dit, moi, j'ai plus aucun fun dans les vacances. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas l'autonomie de choisir, dire, on y va-tu visiter ça? Aujourd'hui, plus fatigué, on va faire ça. Ou... Il n'y a pas de flexibilité. Alors, pour lui, des vacances qui devraient être synonymes de repos, bien, étant donné qu'il n'y a pas de liberté de choisir, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'autonomie est brimée. L'être humain, on a besoin de sentir qu'on choisit, qu'on a de l'espace pour ça.
L'autre dimension, c'est en lien avec les relations. Les relations, c'est-à-dire à partir du moment où je perçois que le climat est négatif, c'est tendu, j'ai besoin d'appartenir à un groupe. Et si je n'ai pas ça, et s'il y a un climat tendu dans l'entreprise, puis même si ce n'est pas contre moi, le conflit. Là, hein, j'ai vu ça, là, des fois, des patrons, là, deux frères ensemble, en tout cas, le couple, ils ne s'entendent pas. Et quand je parle aux employés, ils disent, le climat est tellement froid ici, c'est tellement négatif qu'ils n'ont plus le goût de rentrer sa job. Ça les démotive parce que notre cerveau émotionnel, il a besoin de savoir que c'est positif. Alors, on peut démotiver des employés ou une relève juste au conflit qu'on a même entre associés ou entre partenaires. Puis l'autre chose, c'est s'il y a un conflit dans l'entreprise, j'ai entendu des fois les patrons dire ben c'est des adultes qui s'arrangent. Non, 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 non. À partir du moment où ça l'interfère sur le climat de travail, ça devient le devoir des leaders de voir à dire comment on va résoudre ça, comment on va s'asseoir puis parler de ce qui ne va pas, parce qu'on peut perdre de très, très bons potentiels parce que le climat est tendu. Et le dernier, non le moindre, c'est l'équité. Le F, c'était pour fairness en anglais, qui veut dire équité. On a besoin de sentir qu'on est traité équitablement. Vous vous souvenez sans doute, ceux qui ont des enfants plus vieux ou ceux qui en ont des jeunes, là, vous savez, quand on a plus qu'un enfant, là, la chère phrase, son morceau, il est plus gros que le mien. Hein? Son morceau de gâteau, il est plus gros, il y en a eu plus. Bien ça, cette affaire-là, ça continue toute notre vie. Alors, on a un radar dans notre cerveau pour voir est-ce qu'il y en a qui n'ont plus que moi. Donc, toutes vos pratiques doivent être aussi passées à travers ce filtre-là. Est-ce qu'on a des pratiques qui sont équitables? Fait que, tu sais, on commence à faire des passes doigts, puis on donne des petits congés à un, puis on ne l'a pas fait à l'autre, bien, ça va mettre le trouble. Parce que l'être humain cherche à savoir, c'est-tu équitable? Alors, ces 5 dimensions-là, c'est les 5 dimensions qui vont affecter la motivation, soit de façon positive ou de façon négative. Alors, comme leader, de passer à travers le filtre puis dire, il faut que je fasse attention au statut ou comment je peux même l'élever, hein, en demandant des conseils, en donnant du feedback positif, en remerciant, la certitude, comment je m'assure que le moins possible qu'il y ait des zones d'incertitude, en donnant de l'autonomie, en m'assurant d'un climat positif et d'avoir des pratiques qui sont fair, qui sont équitables, bien, j'augmente le pouvoir de motivation que j'ai, l'influence de motivation dans l'entreprise. Alors, en 2 conclusions, ben, même avec les différences générationnelles, ben, il faut réaliser que chaque génération a ses propres possibilités et ses défis. Susciter une discussion ouverte avec eux sur les différences puis les valeurs intergénérationnelles, puis regarder qu'est-ce qu'on a en commun et comment on peut être flexible par rapport à ça. Puis on dit souvent, essayez de comprendre l'autre avant d'être compris. Travailler activement à incorporer différentes suggestions et idées, parce que parfois, juste à discuter, on peut trouver des façons différentes, puis les deux vont être gagnants. Mais il faut être ouvert à ça. Résister au statu quo. Vous savez dire, moi, mais dans mon temps, moi, j'aurais jamais fait ça, puis c'était pas de même, puis ça marche pas. C'est pas gagnant, ça. Alors, essayez de s'adapter, d'être flexible, tout en répondant aux besoins de l'entreprise. On s'entend, là, ça ne veut pas dire tout donner, ce n'est pas ça qui est l'idée, mais de dire, on pourrait le faire de même, puis sais-tu, ça marchera aussi bien. Parce que si vous n'avez pas de flexibilité, ils vont aller ailleurs. Puis insister sur les objectifs communs généraux qui unissent en fait toutes les générations. On a des choses, tu sais, on recherche aussi les mêmes choses. On veut être valorisé, on veut être bien, on veut sentir qu'on est important, qu'on contribue dans l'entreprise. Fait qu'il y a des choses qui vont rester à travers les différences générationnelles. Alors, sur ce, je pense qu'on serait rendu, David, est-ce que je me trompe, à la période de questions? Oui, effectivement. Donc, on est rendu à la période de questions. Donc, j'invite les participants à, en fait, écrire leurs questions, poser leurs questions dans l'application Slido.
Puis, ça peut se faire dans la fonction chat à la droite de votre écran. Et bon, moi, en fait, j'avais une question. On avait parlé d'autorégulation des enfants à la période dans la présentation où on parlait des parents. Comment on fait pour augmenter cette autorégulation chez nos enfants? Très bonne question, David, parce que c'est le nerf de la guerre. Alors oui, on a un rôle. On va tout de suite tabler que par tempérament, il y a des enfants qui vont venir au monde et pour qui c'est des enfants qui ils vont être plus faciles. On le sait tous, si on a plus qu'un enfant, là, souvent on le vit qu'il y en a un enfant qui, on va dire, c'est plus facile avec lui. Il y a des enfants qui sont plus impulsifs de nature, ceux qui vont avoir des déficits aussi d'attention, de troubles TDAH, l'autorégulation va être beaucoup plus difficile. Ça va demander plus de travail. Mais l'idée, c'est qu'il faut les exposer à des situations où qu'ils ont à attendre ou qu'ils ont à résister. Il ne faut surtout pas aller dans toujours dire oui. Et parce que c'est ça, hein, si on dit oui tout le temps, parce que l'autorégulation, c'est la capacité de vivre une frustration, puis d'être capable d'aller dans notre cerveau ici rationnel, puis dire, bon, ben, il faut que j'attende, puis apprendre à se calmer soi-même. Hein, c'est ça, à un moment donné, qui est l'autorégulation. Alors, si j'ai appris petit, avec des petites expériences, que des fois, justement, j'ai une petite fille qui va avoir 3 ans, et sa maman, ma fille, lui dit souvent, des fois c'est oui, puis des fois c'est non. Fait qu'elle sait que parfois, elle a une petite récompense, puis des fois, elle n'a pas. Puis elle-même, elle le dit, elle n'a pas 3 ans, puis elle dit des fois c'est oui, puis des fois c'est non. Puis quand c'est non, ben c'est non. Et là, l'enfant va parfois, parce qu'il y a des enfants plus difficiles, qui vont faire une crise, il faut résister à la tentation de vivre la culpabilité comme parent puis de se sentir un mauvais parent. C'est souvent ça qui arrive. C'est l'anxiété du parent de dire « je ne suis pas capable de stander ça, donc je vais lui donner pour éviter que je vive la culpabilité. » Et il faut gérer sa propre culpabilité et de savoir pourquoi je fais ça. Pourquoi que mon enfant au magasin, même s'il fait une crise à terre, là, la crise du bacon qu'on appelle, qu'on va être capable de dire non, maman ou papa dit non, puis on s'en va. Et accepter qu'il y a du monde qui va nous regarder, qu'on va avoir le jugement des autres. Et l'enfant apprend que dans la vie, on n'a pas tout. Alors, la capacité à résister aux tentations, c'est comme, je vous dirais, c'est comme un muscle qui se développe. L'autorégulation, ça se développe à force de pratique. La deuxième chose que je dirais, pour aider nos enfants, comme les adultes, parce que les adultes qui ne l'ont pas développé beaucoup aussi, il faut mettre les chances sur notre côté. C'est-à-dire, quand je suis fatiguée, c'est beaucoup plus difficile de m'autoréguler. C'est vrai quand je suis un enfant, c'est vrai quand je suis un adulte. Tous les parents d'enfants, ils savent bien là, que le soir, des enfants brûlés, là, ça fait des crises pour tout et pour rien. Ben, il y a des adultes aussi, quand ils sont brûlés, ils font des crises pour tout et pour rien. Alors, le sommeil, c'est un des ennemis, manque de sommeil, de l'autorégulation. Et quand on a faim, les petits comme les grands. Alors, que notre enfant ne manque pas de sommeil, qu'on prévienne les coups, aussi de, un enfant qui a faim, ça ne se contrôle plus puis comme un adulte. Alors, tout ça, c'est des petits trucs qui vont nous aider à mettre les chances sur notre bord. Mais en même temps, il faut être capable de voir, il va en avoir des frustrations. Et l'enfant, il faut qu'il développe cette capacité-là à reconnaître que, ouais, des fois, c'est non. Puis c'est pas le fun quand c'est non. Mais si je ne l'apprends pas petit, là, c'est parce que quand je vais être grand, ça va être des gros non. Et si je n'ai pas appris à tolérer ça puis à accepter les noms de la vie, ben là, je risque de faire des méga crises quand je vais arriver plus grand. Fait que les parents, préparer les coups, expliquer, mettre des limites et tenez-y quand c'est des limites importantes et gérer votre propre culpabilité et votre anxiété. Dites-vous que vous le faites pour le bien de l'enfant, que vous l'aidez et vous lui aidez à préparer son avenir. C'est vraiment de penser long terme. Hein? Absolument, absolument.
Et donc, dans les familles ou les entreprises auxquelles tu as aidé, quand on parle d'un enfant roi, donc quelqu'un qui s'est toujours fait dire oui, 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 quand on rencontre quelqu'un comme ça, as-tu des trucs, des astuces à nous partager pour comment gérer une conversation avec cette personne-là ou comment diffuser une situation, une crise, par exemple, pour le bien-être de l'entreprise, de l'opération, de la famille? Ben là, je te dirais, ça dépend du contexte. C'est sûr que si on recrute des employés, on tente le plus possible. Moi, j'ai recruté les employés pour leur aptitude et non pas nécessairement leur attitude et non pas leur aptitude. Vous savez, il y a un mantra qui dit on engage quelqu'un pour ce qu'il sait, puis on le congédie pour ce qu'il est. C'est-à-dire que souvent, on va chercher quelqu'un qui a une expérience précise, mais ce qu'on veut, c'est des employés qui ont justement une capacité à s'autoréguler, qui sont consciencieux, qui vont rentrer, qui vont persévérer, qui vont tenir leurs promesses, puis qui ne t'abandonneront pas le matin que tu as plein de foin à terre parce qu'ils ont eu un party la veille, puis ils n'ont juste pas le goût de rentrer, là, parce qu'ils n'ont pas développé l'éthique du travail. Et l'éthique du travail, c'est un des plus grands prédicteurs. C'est-à-dire, ce prédicteur-là, si on a de l'éthique au niveau du travail, ça vient avec supposément les tâches et responsabilités qu'on a données aux enfants quand ils étaient jeunes. Plus les enfants ont été habitués à avoir des tâches et des responsabilités, parce que ça veut dire faire des choses qui ne te tentent pas. Tu fais ton lit, ça te tente pas, tu fais la vaisselle, tu as des tâches dans la maison selon l'âge que tu as, et ça t'apprend à être responsable. Si c'est une relève, parce que j'ai vu ça, il faut l'aborder aussi, David, j'ai vu des relèves qui étaient des enfants rois. Bien, mon premier conseil, c'est ils ne sont pas prêts pour être une relève. Est-ce qu'ils sont prêts un jour? Peut-être, mais leur transférer une entreprise lorsqu'on n'a pas appris à s'autoréguler, qu'on est dans la gratification immédiate, qu'on n'est pas capable de se lever. J'ai vu des parents réveiller constamment leur enfant pour aller faire la traite des vaches, puis l'enfant est rendu à 23 ans, là. Ben, dites-vous quelque chose, vous n'avez pas un entrepreneur encore dans les mains, là. Fait que, il y a besoin d'aller maturer ailleurs. Peut-être qu'il va maturer, mais il n'est certainement pas prêt. Ou le jeune qui dépense de façon, tu sais, je veux dire, à large, ben, c'est pour ça qu'il y a plus de faillites. Hein? Et on est à risque d'une faillite dans pas grand temps. Puis l'autorégulation, ben, plus on arrive à la développer jeune, plus c'est facile. Sinon, il faut travailler plus fort quand on est vieux pour développer les connexions neuronales qui n'ont pas été développées. Ça s'apprend. Mais pour l'apprendre, ben, il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème à ce niveau-là et voir les conséquences que c'est là. Fait que des relèves qui sont des enfants rois, mon meilleur conseil, c'est ils ne sont pas prêts pour être une relève parce que l'entreprise va être en péril, assurément. C'est dur à entendre, hein, David, mais c'est ça pareil, la réalité. Mais c'est exactement ça, c'est une réalité. Et puis, on s'en rend compte parce que, ben, tu l'as mentionné, les milléniaux, par exemple, on en parle souvent dans les nouvelles. Ils n'ont pas connu, disons, une crise économique, les taux d'intérêt à 18%. Ils n'ont pas connu une panne d'essence non plus. Tu sais, il y a eu des temps difficiles qui ont formé, disons, ou donné des expériences de vie, des leçons de vie à certaines personnes. Tandis que là, tu sais, ça allait super bien avant la pandémie, on s'entend bien. Donc, peut-être les choses vont changer un peu, mais ce que j'entends, c'est vraiment si la relève n'est pas prête à ce point-là, c'est peut-être leur offrir plus d'expérience et d'éducation pour les former continuellement pour que ça soit un bénéfice à tout le monde dans le long terme. Mais, j'ai une autre question à côté. En fait, disons qu'on a embauché l'employé clé, ça va super bien. Mais là, du coup, on voit que ça va peut-être un peu moins bien. Donc, comment on peut savoir si vraiment cet employé-là aime vraiment son travail ou peut-être qu'ils sont maintenant démotivés? Bien, on n'a pas d'autre choix, David, c'est de communiquer. Hein? C'est-à-dire qu'on s'assoit avec et de dire ce qu'on observe, hein? De dire, ben écoute, j'observe que si on voit que ça va moins bien, on observe des choses, de nommer concrètement ce qu'on observe, puis de dire, écoute, j'aimerais ça comprendre,
qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, il peut peut-être vivre des choses personnelles, on ne sait pas, là. Et de lui dire, ben moi, j'aimerais ça voir là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider, parce que même s'il vit de quoi de personnel, sans rentrer dans le personnel, on peut parfois accommoder en termes de flexibilité. Tu sais, la personne est en train de se séparer, là, ben ça se peut qu'elle ait besoin peut-être certaines flexibilités ou d'accommodement. Mais sinon, au niveau du travail, ben on a tout avantage que la personne soit le plus possible sur son X. Être sur son X, ça veut dire qu'elle soit là, quelque part, où est-ce qu'elle a les compétences. Donc, on ne veut pas avoir une surcharge ou une sous-charge, soit quantitative ou qualitative. C'est-à-dire qu'elle en a trop pour ce qu'elle est capable de faire ou elle a des jobs trop stressants par rapport à ce qu'elle perçoit qu'elle peut faire. Ou, au contraire, la personne est sous-utilisée, tu sais, dans quelque chose qu'elle trouve, je vous l'ai dit, s'il trouve ça bien, bien plate, là, ben, il va falloir trouver quelque chose parce qu'ils vont aller regarder ailleurs. Fait il faut parler puis regarder comment on peut adapter peut-être certaines tâches ou quand c'est possible. Là, c'est sûr que tu sais, il y a des jobs qui sont engagés pour telle chose, puis il n'y a rien que ça à faire. Mais tu sais, il faut être conscient que l'humain, il est comme ça. S'il se sent sous-stimulé ou surstimulé, ou s'il a l'impression qu'ailleurs, c'est bien mieux, bien, on est mieux d'essayer de voir, y a-t-il de quoi qu'on peut faire avant qu'il parte? Surtout si ça fonctionnait bien avant. Là, il faut voir pourquoi que ça fonctionne moins bien. Mais il faut questionner. Puis il faut lui dire, regarde, moi, tu sais, je veux que tu sois bien au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, j'aime beaucoup cette question-là, David. Dis-moi comment, comme patron là, ou comme employeur, ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça y aille mieux dans ton travail? Y a-t-il des choses qui te manquent? As-tu des irritants que je ne connais pas? Tu sais, puis là, bien sûr, ça demande une attitude d'ouverture. Hein? Si on n'est pas capable de prendre une critique ou un feedback, bien là, tu sais, il y a tout ça, là. Donc, une ouverture d'esprit est essentielle. Oui. Donc, tu as mentionné la communication avec l'employé. Est-ce que c'est plus de réunions? Est-ce que c'est un texto? C'est-tu un appel ou une invitation? Oh. Tu fais bien de le dire. Comment on fait ça? Bien, moi, les textos et emails, on s'entend que ce n'est pas pour s'expliquer. Puis on voit des dérapages terribles parce que les études démontrent qu'on n'est pas capable de saisir le ton sur un texto. Tu sais, à moins qu'il y ait des petits émojis, puis les petits sourires, bon. Mais on surutilise les textos. Les textos, c'est bon pour de l'information. Viens me rejoindre dans tel champ. Tu sais, à 10h15 ou je vais être prêt à 11h. Bon, c'est de l'information. Mais pour avoir une discussion de fond, il n'y a rien de mieux que d'être en personne. On ne commence pas, puis on crée les conditions propices, dire, écoute, on s'assoit, puis on n'est pas là perturbé par 56 personnes qui passent à côté ou on n'est pas là à regarder notre cellulaire 25 fois pendant qu'on y parle. Fait que c'est vraiment de s'asseoir puis de regarder. Puis des réunions, ben oui, des réunions pour que ce soit constructif, il faut que ce soit bref, il faut que ce soit ciblé, puis il faut que ce soit sur quelque chose que je suis impliquée. S'il se passe une réunion, puis il y en a deux qui parlent de je ne sais pas trop quoi pendant 20 minutes, puis j'ai rien à voir là-dedans, je me démotive, là. Moi, je m'en vais dans ma tête, puis je m'en vais sur mon cellulaire, là. Fait qu'une réunion, ça peut être extrêmement constructif, mais des petites réunions courtes, puis on planifie la semaine, puis avez-vous des idées, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis on est dans les opérations, puis on demande les idées, puis on écoute les autres. Puis, tu sais, je dis aux gens, souvent, on ne profite pas assez de l'expertise des gens qui sont là. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on demande à notre employé si on doit acheter la terre du voisin ou le quota, là, ou faire un investissement de 3 millions. Ce n'est pas de l'ordre de décision comme ça, mais dans les opérations, dans le quotidien, il y a des fois qui ont des bonnes idées en tabarouette pour améliorer nos façons de faire. Fait que dire, hey, les bonnes idées, là, puis être ouvert, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les prendre, mais si l'individu perçoit qu'il peut donner son idée, que son idée est valorisée,
Puis des fois, j'en prends juste la moitié ou je fais du pouce là-dessus, mais qu'il y a une ouverture, ça va les motiver. Parce que leur statut, vous vous souvenez du scarf, là, le statut, tu sais, quand je dis, hey David, t'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Comment tu ferais ça? Et mon David, il se motive, il se motive, là, parce que je viens de le mettre, puis vraiment, puis, hey, sais-tu, c'est pas bête pantoute, mon David? Ouais, il m'a pensé à ça. Écoute, je vais faire du pouce là-dessus. Fait qu'on construit ensemble. Donc, c'est de donner une voix à l'employé, d'avoir une ouverture d'esprit. On a déjà parlé de ça. Puis à la relève aussi. Oui. Puis vice-versa. Je dis la relève, mais la relève, c'est aussi... Vous savez, j'ai vu relève et dans le fond, les cédants, les deux, sentir que le statut était très menacé. Ça allait très mal dans les conflits parce que le jeune sortait de l'école ou la jeune, puis envoyait comme message, en tout cas, le parent entendait ça, que hey, t'es dépassé. Toi, de la manière que tu fais ça, là, pas ça que j'ai appris à l'école, là, je te dis que ça fait dur. Ça fait 10 ans qu'on fait ça de même. Là. Ouf! Qu'est-ce qu'on vient de faire? Le parent entend tout ce que tu as fait n'est pas bon. Fait que ça crée des distances terribles. Et la même chose, j'ai vu le parent dire à l'enfant, ben écoute, ce que tu as appris à l'école, là, reviens-en, là. Module qu'à l'école, c'est bien beau, la théorie, là. Ils sont pas sur le plancher des vaches. Bien, c'est pas utile, ça non plus, là. L'autre entend, ben, tout ce que tu as fait, puis tu as appris, ça vaut rien. Fait qu'on est en train de jouer directement sur le statut. Tu vois-tu, David, là? C'est mon ego, c'est mon estime, Donc, comment dire, ouais, attends un peu, c'est vrai, il y a ça. Tu sais, c'est comme si on avait peur de prendre l'idée de l'autre. Ça ne veut pas dire tout prendre tout le temps, puis me dire, attends un petit peu, il y a du bon là-dedans. Bon, on va examiner différents points de vue. Tu sais, cette ouverture-là de dire, on regarde des possibilités, on en jase, puis parce que des fois, je vais avoir une bonne idée, des fois, c'est l'autre qui a la bonne idée. Tu sais? Alors, avoir une ouverture d'esprit, c'est super important. On s'est bien entendu là-dessus, entendre l'idée des autres, donner une parole à tout le monde, en fait, à tous les employés qui sont là. Même si on est à la gestion, par exemple, c'est de laisser nos employés parler, avoir des idées. Mais quand ça vient à l'heure d'offrir et de continuer à offrir, comment on peut adapter des horaires flexibles, disons, lorsqu'on a une ferme avec des animaux et on a des horaires spécifiques quand même. Tu sais, est-ce qu'on doit tout changer ou est-ce qu'on peut avoir une petite ouverture d'esprit ou y a-t-il des trucs là-dedans? Bien, tu sais, je dirais c'est toujours la philosophie de base, c'est de dire, attends un petit peu, on veut démontrer de l'ouverture, de la flexibilité, puis en même temps, bien, tu sais, on a des objectifs à atteindre. On a des animaux à soigner, on a une entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Fait que c'est d'avoir cette conversation-là avec les employés. Puis, tu sais, je dis bien habituellement, là, on enlève les enfants rouets, là, les enfants très rouets, là, regardez, des employés rouets, sincèrement, là, dans notre entreprise, c'est pas ça qui va être winner. Là. Mais sinon, c'est pas tous des enfants rouets, mais il y a des gens qui demandent d'avoir certaines adaptations, flexibilité, puis dire, attends un peu, on peut-tu le regarder? D'un côté, je veux bien t'accommoder. J'entends que, tu sais, tu as le papa qui vient de se séparer, puis une semaine sur deux, il y a ses enfants, là. Puis là, on dit, va-tu le perdre? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que s'asseoir avec, puis dire, comment on va faire pour continuer, tu sais, à opérer, puis en même temps tenir compte de ça. Et c'est là que la créativité, puis la flexibilité, puis dire, si on fait cette option-là, OK, moi, je pourrais te donner ce bout-là si tu fais ça de même. Moi, j'ai vu des nouvelles pratiques là, émerger. Là. Il y en a qui décident que, tiens, le soir, que l'employé a ses enfants, parce qu'il y a des jeunes employés qui sont séparés, puis écoute, ils ont leurs enfants une fois par semaine, une semaine sur deux ou tant de jours. Bien, ils ont réadapté les horaires en fonction de ces jours-là parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'employé. Puis s'ils ne le font pas, ils vont perdre l'employé. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est toujours d'avoir l'attitude de dire, si la personne a des compétences, puis, tu sais, c'est une bonne valeur dans l'entreprise et tout ça, puis c'est aussi de se dire, c'est quoi mon autre choix? Je vais recommencer à zéro, je vais reformer, tu
sais, on est pris avec des choses qui étaient différentes dans le passé. Ils ont des attentes différentes, puis il y a des réalités différentes. Fait que je dois composer avec ça. Mais asseyez-vous, puis regardez-là, puis dire, toi, t'en as-tu des idées? À quoi tu as pensé? Comment tu verrais ça? Puis il y a des choses, ça va être, tu sais, comme ma fille dit, des fois c'est oui, des fois c'est non. Mais lorsqu'on démontre de la flexibilité puis de la créativité, puis là, c'est ensemble qu'on peut être créatif, là. J'ai des employés, là, maintenant, que, tiens, tu sais, pour des congés, ils ne peuvent pas avoir tel congé, mais tiens, ils ont entre 10 heures et 3 heures, puis ça fait leurs affaires, ils vont faire leurs commissions, ils font des affaires, ils font... Bon, il y en a qui aiment ça comme ça, puis ils reviennent pour la traite. Fait que ça permet d'avoir des gens pour la traite. Il y en a qui ont des soirées la semaine au lieu que ce soit la fin de semaine. Je ne peux pas te donner autant de fin de semaine que tu veux, mais ils libèrent à 4 heures ou plus tôt certaines journées de travail. C'est à co-créer. Le mot que je dirais, c'est co-créer, créer ensemble. Très beau mot. Très, très beau mot. Puis avec ça, penses-tu que c'est vraiment suite à la pandémie que là, il y a une co-création, meilleure communication, des meilleures ententes, ou est-ce qu'on voyait ça un peu avant la pandémie même? Bien, on l'a vu avant, mais c'est un très bon point, David. C'est d'autant plus important maintenant. Tu sais, parce que les employés le savent. Si tu sais, les conditions, c'est un ensemble de choses. Oui, il y a le salaire, bien sûr. Il y a le salaire, mais toutes les conditions, tout ce qui entoure, comment, tu sais, je vais pouvoir faire mon travail, les horaires, une certaine flexibilité et le climat. Et je vais-tu aimer mon travail, ma tâche? Si j'ai une tâche qui est bien plate, là, je ne resterai pas. Fait qu'il y a un rapport de force maintenant qui est chez les employés, qu'on le veuille ou pas. Fait que ça demande aux employeurs d'être plus flexible, d'être plus créatif et de dire, attends un petit peu, là, sur quoi je suis capable de plier ou de faire des concessions pour arriver à avoir ça. C'est toujours une question de compromis dans la vie, là. Parce que mon autre choix, tu sais, il y en a des fois qui disent, non, moi, je ne veux pas ça. OK, c'est quoi votre autre choix? Ben, je n'ai pas d'employé. Ah, y est-tu mieux, ce choix-là? C'est pas moi. Je ne sais pas. Mais c'est quoi tes autres choix? Fait que, tu sais, on essaie de trouver celui qui est le plus gagnant. Mais oubliez la formule de dans mon temps, là, c'est quand même qu'on s'accroche à ça, là, c'est drôlement pas utile. Ça, vous n'avez pas un argument de vente avec vos employés, pas en tout à dire dans mon temps, c'était pas comme ça. Pierrette, on arrive en fait à la fin de notre Oui. entretien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on fasse le clôturage? Non, sinon peut-être c'est ça, d'être créatif, flexible et de s'ajuster. Puis en même temps, je comprends très bien qu'être un employeur, je tiens à le souligner, là, ça prend beaucoup de courage aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de détermination et de résilience, parce que c'est pas simple. Hein? Fait qu'on les en demande beaucoup aussi aux employeurs. Fait que moi, je lui lève mon chapeau. Ça, je peux dire ça. Alors, merci beaucoup, Pierrette, d'être là avec nous encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir, David. On va faire une continuation, en fait, pour module 4, ça va être gestion du temps et des priorités. Ça va être le 8 septembre. Et le module 5, communication et gestion du conflit, un peu dans ce qu'on s'est parlé un petit peu quand même aujourd'hui. Ça va être le 24 novembre. Donc, il reste encore 2 modules. Merci beaucoup, Pierrette, et merci à vous, chers participants. En fait, on va clôturer cet entretien. Nous espérons que ça vous a quand même donné des astuces ou même des idées pour apporter dans votre entreprise, dans votre réseau. Et à la suite de l'événement, vous allez recevoir un courriel avec un sondage. Donc, on vous demande de remplir le sondage. Et avec ça, vous courez la chance de gagner un livre signé par Madame Desrosiers. Et il y aura aussi plus tard, dans quelques jours, l'enregistrement de cet entretien, ainsi qu'on va ajouter les 2 autres enregistrements des 2 autres modules, donc module 1 et 2, et celui-ci numéro 3. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là et on se revoit pour les 2 prochains modules. Une bonne journée.